Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission Le Panel que vous aimez tant. Nous sommes sur la FM Télévision et aussi sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne, la FM Télévision. Alors, quelques dossiers d'actualité sur la table. Depuis le 25 juillet, que la haute cour militaire a annoncé l'ouverture du procès contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, soupçonné d'avoir trahi la nation en soutenant un mouvement insurrectionnel, alors que les préliminaires à Doha annoncent qu'il y aura plutôt un accord consistant à Washington. Au même moment, les parties prenantes, nécessairement vous les connaissez, Corneille Nangaa, qui a annoncé de soutenir le fédéralisme en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, n'est-ce pas là une ambiguïté de penser quelque chose, soit de faire quelque chose avec son contraire, et quel peut être les formats du dialogue, parce que à l'interne, ça bouillonne un peu de partout. Nous allons réfléchir ces dossiers sur la table du panel avec un invité de marque, une émission spéciale. Maître Bob Ngoy Mujinga, qui est analyste politique. Maître, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, je suis analyste politique indépendant. J'aime bien préciser là-dessus parce que pour ne pas qu'on me donne une certaine tendance politique, j'aime analyser les faits tels qu'ils sont et c'est ce que nous allons faire. Alors, il y a quelque chose qui me pique aux yeux. Maître Bob Ngoy Mujinga, pourquoi Mujinga alors que c'est un nom féminin? En fait, Mujinga, moi, je suis Katangais d'origine. Et vous savez que chez nous, au Katanga, c'est Muzinga. Alors, en fait, mon nom, c'est Muzinga, mais il y a eu... un problème de phonétique et prononciation. Mes enseignants de l'école primaire, qui, au lieu de Muzinga, avaient mis sur mon certificat d'études primaires Mujinga. Alors, j'ai été obligé d'accepter ce nom et d'avancer avec. Très bien. Merci beaucoup, maître. On va faire l'entame de ce grand plateau spécial. D'abord, cette ouverture du procès contre Joseph Kabila. Je l'ai dit tantôt, il y a une ambiguïté de vouloir négocier, s'asseoir pour parler de la paix, en même temps traquer, faire la chasse aux sorcières. N'est-ce pas là une contradiction que vous pouvez découvrir? D'abord, le procès lui-même, c'est que dès lors que le départ est biaisé, la suite... va s'emballer. J'étais de ceux qui pensaient que la levée des immunités de Joseph Kabila était une procédure cavalière et non régulière. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'ici, on le présente comme sénateur à vie. Je crois que s'il faut rester juriste, s'il faut rester dans un état de droit tel qu'on nous le chante aujourd'hui, monsieur Joseph Kabila est un ancien président de la République. C'est le titre d'ancien président de la République qui lui donne le titre honorifique des sénateurs à vie. Joseph Kabila n'a été élu nulle part sénateur comme les autres. Il peut faire autant d'années sans venir ou sans se présenter aux plénières. On ne va jamais lui arracher ses titres, puisqu'il est sénateur à vie parce qu'il est ancien président de la République. Donc ici, on ne peut pas utiliser une qualité qui est la conséquence ou une forme de gratification pour avoir été ancien président de la République, pour l'utiliser donc dans ce cadre-là. Kabila n'a pas d'immunité. Immunité parlementaire, je voulais dire, c'est les immunités qu'il avait en tant que sénateur à vie. Il les avait parce qu'il y a une loi qui lui donnait le statut d'ancien président de la République et qui déterminait de quelle manière est-ce qu'on pouvait le poursuivre en justice. Alors, quand on veut utiliser la qualité des sénateurs à vie, comprenez avec moi qu'au regard ou dans l'esprit de la loi portant statut d'ancien président de la République, c'est carrément une procédure qui n'a pas de sens. Et que de ce point de vue, il faudrait que, s'il faut être correct avec nous-mêmes, respecter la procédure. S'il fallait que la procédure soit correcte, il fallait passer par le Congrès avant la levée des immunités. Déjà, le départ était biaisé. Vous comprenez que dès là, il y avait un sentiment ou un besoin politique, sachant qu'en passant par le Congrès, ça aurait été une longue procédure qui n'était pas toujours sûre ou qui ne pouvait pas garantir une victoire. Donc, pour moi, dès lors que le départ n'a pas été respecté et que la loi a été piétinée dès le départ, je ne suis pas étonné de vous dire aujourd'hui
que c'est une procédure politique, à mon avis, qui ne fera que jeter du discrédit sur des efforts diplomatiques et d'accords qui sont en cours. Aujourd'hui, le problème qui dérange le plus de gens, c'est cet accord entre l'AFC M23 et Kinshasa. Et vous savez qu'il y a eu également des procès contre Corneille Nangaa et les autres. Mais aujourd'hui, Corneille Nangaa, qu'on a condamné, est face à Kinshasa en train de discuter. On a dit que l'auteur du M23, ou le patron, comme on veut le dire, c'est Joseph Kabila. De AFC M23. C'est bien de nuancer comme c'est là aussi. Oui, mais on dit que le patron de l'AFC M23, c'est Joseph Kabila. Mais au même moment qu'on discute avec les uns et les autres, qu'on prétend dire que les choses vont aller dans les bons sens, au même moment, on s'attaque à celui qu'on accuse d'être patron. Deux choses s'en dégagent. Soit celui qu'on accuse d'être patron, nous savons au fond de mon cœur, quand j'ai dit nous, c'est-à-dire ceux qui l'accusent d'être patron de ces mouvements rebelles, savent qu'il ne l'est pas. Parce que je ne vois pas comment, en ce moment, Nangaa, qui est en discussion, qui envoie ses poulains pour discuter avec Kinshasa, pourrait être inquiété d'une quelconque manière par Kinshasa, pour éviter de l'énerver et de ne pas avoir les résultats escomptés. On ne peut pas le faire. Mais quand on s'attaque à celui qu'on présume être patron de l'AFC M23, et on discute en même temps avec des gens qu'il est censé avoir envoyés, en espérant obtenir des concessions, je crois que c'est une contradiction claire qui semble innocenter Joseph Kabila de toutes les accusations qui étaient faites par le régime. Parce que, en partant d'un raisonnement simple, si Kabila est réellement patron du M23, comme on essaie de le dire, ça voudrait dire qu'on s'attend à ce qu'il va influencer négativement ceux qui vont venir et on n'aura pas d'accord à Doha. Alors, il faudrait qu'à un moment donné qu'il y ait une cohérence dans les actes. Et je crois que je doute fort que cette histoire soit forcément l'œuvre du président de la République. Je crois que ce sont des gens qui veulent plaire au président de la République, qui vont dans tous les sens, pensant l'aider. Vous voyez l'actuel ministre de la Justice, il doit se rappeler à quel moment est-ce que Constant Moutamba est tombé. Il est tombé pour moi parce qu'il y a eu une goutte qui a débordé le vase, de s'attaquer à la mauvaise personne. Voyons voir, allons-y, nous savons déjà tous que c'est un procès déjà plié. Nous savons tous que Kabila sera condamné, à tort ou à raison, à mon avis c'est à tort, et que de ce point de vue, nous reviendrons dans une posture où il faudra rétablir les uns et les autres, puisque nous voyons tous que de ce point de vue, c'est un problème. On ne peut pas arriver à avoir... On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Alors, Maître Bob, c'est comme si vous voulez dédouaner Joseph Kabila sans faire recours aux accusations qui pèsent sur lui quand on dit crime de guerre, crime contre l'humanité. Comment est-ce que vous justifiez la présence de Kabila dans une partie occupée par les rebelles et qu'aujourd'hui vous puissiez refuser ces procès, dire que, je ne sais pas, déjà la procédure a été biaisée? Est-ce que Kabila, au regard déjà de sa présence aux côtés de rebelles et d'avoir initié les pourparlers avec d'autres couches, vous ne pensez pas que Kabila doit être redevable devant la justice? Je crois que c'est ignorer la logique qu'a été... D'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas membre du FCC, encore moins d'aucun de ses partis. Nous parlons d'un chef de l'État. Oui, j'aimerais le préciser parce que ceux qui nous suivent ne le savent pas. Je ne suis pas membre du FCC, je ne suis membre d'aucun parti du FCC, je ne suis pas porte-parole de Joseph Kabila, je suis analyste politique. Et que de ce point de vue, je me donne une indépendance dans ma réflexion. Vous avez le temps. Alors, de ce point de vue, vous m'avez demandé si la présence de Joseph Kabila de l'autre côté ne constitue pas une forme de preuve qui atteste, qui semble soutenir les accusations contre lui. Exact. Avant de faire ce qu'il avait fait, il me semble qu'il avait parlé. Et il avait expliqué ses mobiles. Il avait expliqué les raisons qui devaient les pousser à cette action. Et de ce point de vue, aujourd'hui, dire que le fait qu'il se trouve avec les rebelles, c'est dans une partie occupée, est une preuve de quoi que ce soit. Je crois que c'est ignorer le discours qu'il a eu à faire, où il a expliqué clairement les motivations qui étaient là. Et je dois vous rappeler
qu'on a levé les immunités de Joseph Kabila avant qu'il ne se rende en réalité dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était bien avant son discours. C'était sur base d'une rumeur qu'on a eu à lever ses immunités. Je crois qu'il fallait rétropédaler. On a anticipé, on a donné à Kabila la possibilité ou légitimer le fait qu'il pouvait se rendre où il s'était rendu. Et de ce point de vue, je ne pense pas que le fait qu'il se trouve où il se trouve soit forcément une preuve de quoi que ce soit. Et surtout que, depuis qu'il est là, ce n'est pas avec Kabila que le pouvoir est en train de discuter aujourd'hui. Je n'ai pas vu Kabila s'est prononcé sur une quelconque question au niveau des Doha. Je n'ai pas vu les gens des Doha mentionner une seule fois le nom de Kabila. Donc jusqu'ici, ceux qui l'accusent de ceci et cela se basent sur le fait qu'il se trouve dans la partie est de la République démocratique du Congo. Kabila avait soutenu les actions du AFC M23. D'après lui, ce sont des revendications nobles et qu'il fallait... Vous ne sentez pas qu'il y a une intentionnalité de Kabila de soutenir les mouvements rebelles et qu'il mérite d'être devant la barre? Bon, ce serait trop ambitieux, effectivement, de penser que tout ce qui se fait là serait totalement innocent de ceci ou cela. Mais c'est vrai. Mais s'il faut se baser sur les faits, sur ce que les deux parties ont eu à dire, Kabila explique les raisons de sa présence là-bas. Il parle de la mauvaise gouvernance. Il a même donné les 12 points pour arriver à améliorer la situation en République démocratique du Congo. Kabila a condamné la présence des forces étrangères ici chez nous en République démocratique du Congo. Kabila a essayé, quand vous avez parlé des soutenus, je crois que dans une certaine mesure, ça doit être calibré. Je crois que, à ma connaissance, Kabila n'avait pas soutenu, mais il avait dit comprendre les revendications des uns et des autres. Alors, le même M23 qu'il a défait quand il était chef de l'État, il a défait ces M23. Aujourd'hui, il les soutient quand même. Non, mais vous dites qu'il a défait le M23, c'est-à-dire qu'il n'était pas le patron. On ne peut pas défaire ce qu'on a nous-mêmes. On ne peut pas tuer ce que nous avons créé. Et que de ce point de vue, le M23 a déclaré que Kinshasa les avait invités à Kin. Je crois qu'à ce moment, Joseph n'était plus au pouvoir. À ce moment, Joseph n'était plus des connivences avec le pouvoir. Et que de ce point de vue, entre nous soit dit, avec un peu de sérieux, on se demande si ce n'est pas la conséquence, ce qui se passe aujourd'hui, n'est pas la conséquence de tout ce qui s'était passé avant. Nanga a précisé dans son discours, sans être son porte-parole, je ne le suis pas, parce que moi, je suis républicain, je ne peux pas prendre les armes contre mon pays. Mais je constate seulement que Nanga disait réclamer certaines choses de la part du pouvoir. Il disait, il accusait le président de la République d'avoir eu des accords avec lui qu'il n'a pas respectés. Et que de ce point de vue, pour répéter ces mots, il veut tuer le monstre qu'il a lui-même créé. Et que de ce point de vue, quand vous sentez tout ce qui va là-bas, moi je crois que c'est une réalité qui se trouve dans le cœur de monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, le cœur de monsieur Nanga et le cœur de monsieur Kabila. Eux trois savent ce qui se passe là. La situation qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo, il y a ces trois messieurs qui peuvent nous dire exactement ce qui s'était passé. Vous savez que le FCC et les autres disent qu'il y a eu effectivement un accord entre les trois parties, un accord entre le pouvoir actuel et le pouvoir passé. Et que de ce point de vue, vous constaterez que ce n'est pas par hasard que ce soit Nanga qui soit là. C'est là que je rejoins un peu votre position pour dire la présence de Kabila dans la partie est n'est pas totalement innocente. C'est peut-être la conséquence du non-respect des accords qu'ils ont eu à signer. Le jour, Kabila a dit dans son discours qu'un jour, il brandirait la preuve irréfutable de l'existence d'un accord entre eux. Vous comprenez que de ce point de vue, il veut se rendre dans la partie est occupée par des rebelles, dont Corneille Nangaa disait qu'il était celui qui a donné le pouvoir au pouvoir actuel, le pouvoir qu'il exerce. Et au même moment, Kabila dit dans son discours qu'un jour, il produira la preuve irréfutable qu'il y a eu effectivement un accord entre le pouvoir actuel et lui-même. Et de ce point de vue, moi je crois que ça risque d'être la conséquence du non-respect de ce qu'ils s'étaient dit entre eux. Ils ne doivent pas mettre toute une république par terre pour des accords occultes dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. C'est pour moi l'occasion d'appeler la population qui nous suit aujourd'hui, de voir cette histoire de la guerre de l'Est avec un peu plus de recul. Moi, je crois que c'est une guerre entre des alliés d'autrefois qui n'ont pas pu respecter entre eux leurs accords. Et conséquence, pour emballer l'opinion publique, X dit ceci, Y dit cela. Et au milieu de ça, il faut être lucide, voir les choses comme elles sont, en se disant qu'ils sont en train de se régler des comptes entre eux et qu'ils ne doivent pas nous mêler à ça.
d'une manière aveugle. Alors, cela n'exclut pas un jugement des valeurs consistant, mettant sur la barre les deux parties prenantes, ou les parties prenantes, nous parlons de ceux qui occupent la partie orientale et les pouvoirs de Kinshasa, s'il faut les dire ainsi. On veut voir les engagements, la volonté de chaque partie de vouloir sortir de la torpeur, voir les jours comme il faut, parce que toute la population a besoin de voir les jours. Tshisekedi, au-delà d'avoir taxé les Corneille Nangaa et les autres des pantins, accepte de négocier avec ce même pantin. La première bonne volonté de Tshisekedi. Tshisekedi a déclaré haut et fort que je ne peux négocier qu'avec le numéro number one de tous ces mouvements rebelles. Il parlait de Kagame. Et il l'a fait. Mais Tshisekedi accepte encore les obligations de ces pantins de vouloir aller à Doha. Mais quand vous voyez qu'après les préliminaires, après cet accord de principe, Corneille Nangaa brandir une philosophie du fédéralisme dans une nation unie comme la RDC. Vous ne voyez pas que la mauvaise volonté est du camp des rebelles à cause de leurs revendications machiavéliques, parce qu'ils veulent que leur économie soit maintenue au niveau où ils veulent, et qu'ils ne veulent pas aussi comprendre qu'il y a un socialiste comme Tshisekedi qui a besoin de l'avancement des choses. À ce niveau, on ne peut pas accuser, on ne peut pas condamner haut et fort les camps du AFC M23. Je crois que en posant clairement les paradigmes, ce que le président de la République disait depuis le début, n'est pas vouloir discuter avec les pantins. Et il a commencé par discuter avec leur maître. Je crois que dans une certaine mesure, on peut dire qu'il y a eu une logique dans sa position. Il a discuté avec leur maître et il a eu l'accord. Tous, nous savons que derrière le M23, il y a le Rwanda. Et ce n'était pas faux. Nous le savons tous. Bon, le fait que le président Tshisekedi se voie avec le M23 pour discuter, nous savons, moi je suis un peu pessimiste quant à l'aboutissement de ces accords. Et je crois que le pouvoir également l'est. Pourquoi? Vous allez voir cette agitation qui se soulève contre le président Kabila, qui est censé, au regard des arguments du pouvoir, d'être le soutien du M23, ou d'être le parrain, le patron même du M23. Alors on discute avec un groupe dont le patron s'est fait attaquer au niveau du pays. Et que de ce point de vue, tout le monde comprend que les revendications faites par le M23 sont inacceptables. Pouvez-vous, vous, accepter, vous, Congolais, pouvez-vous accepter que dans ce pays, que la partie Est soit administrée par le M23 pendant 8 ans? Pouvez-vous accepter à ce qu'on fasse une aliénation d'une portion de notre souveraineté au profit d'un groupe connu comme étant soutenu par le Rwanda? C'est hors de question. Est-ce qu'ils vont à leur tour accepter une telle concession de quitter Goma? Nous avons reçu la réponse de leur porte-parole disant qu'ils ne bougeront pas d'un seul pas. Alors de ce point de vue, avez-vous encore la foi de penser que cet accord va aboutir? Moi, je suis pessimiste quant à l'aboutissement de cet accord. Et je pense de ce point de vue que c'est une erreur d'abord pour l'opposition d'accepter à ce qu'il y ait des dialogues séparés. Que d'une part, que le pouvoir discute avec le M23 et d'autre part, dans l'espoir de discuter avec l'opposition interne au niveau du pays. C'est une faute majeure de la part de l'opposition interne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu un dialogue proposé par l'Église catholique. L'Église catholique qui proposait un dialogue inclusif avec tous les Congolais. Ils ont vu, et les Nangas, ils ont vu tout le monde. Et de ce point de vue, après avoir vu, je crois qu'ils avaient même vu Kabila, si de mémoire d'homme, je crois oui, ils l'avaient vu. Donc, ils ont vu tout le monde. Et que de ce point de vue, moi je crois que c'était la meilleure voie. La meilleure voie d'un dialogue inclusif mettant tout le monde autour d'une même table. Celle proposée par l'Église catholique et l'ECC. Le fait de s'éloigner de ces dialogues pour aller discuter avec le M23 des côtés, en faisant miroiter un dialogue futur qui devrait exister en interne, je crois qu'on est en train d'endormir l'opposition. Et que l'opposition doit se réveiller. Parce qu'ici, en discutant avec le M23 de manière parallèle, Kinshasa est en train d'éviter le dialogue tel que proposé par l'Église catholique, qui pouvait déboucher à une transition, naturellement, qui ne plaît pas au pouvoir en place. Et que de ce point de vue, ce qui dérange le pouvoir en place, ce ne sont pas les marches de l'opposition ici en interne que le pouvoir avait su mater. C'est cette situation sécuritaire. Alors,
Si Kinshasa venait à résoudre ces problèmes sécuritaires, il n'aura plus besoin de discuter avec les gens ici en interne. C'est pour ça que vous avez entendu Mbosso déclarer il y a quelques jours que ceux qui veulent dialoguer ici, qu'ils attendent la fin du mandat du président de la République. Donc le président de la République n'a que faire de ce dialogue en interne, puisque ce qui est revendiqué n'est pas en sa faveur. Voilà pourquoi il préfère discuter avec le M23 à côté. Et en discutant avec le M23 à côté, il y a des conséquences également négatives. Ces conséquences sur le plan politique, pour soigner son fauteuil, le président de la République espère obtenir un accord favorable à lui en concédant le moins possible qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir et d'assurer une certaine souveraineté dans la partie Est en faisant certaines concessions et rester fort et le seul maître à bord. Dès lors qu'il a ça, il va mettre à la porte l'opposition puisqu'il n'en aura plus besoin. Ce qui les dérange en vrai, c'est cette situation sécuritaire dans la partie Est. Ce n'est ni Martin Fayoulou. Martin Fayoulou ne parvenait même plus à marcher ici parce que on l'a envoyé des policiers, on l'a même à un moment mis les doigts partout à en croire ses déclarations. Et donc vous allez comprendre avec moi qu'ici, la tactique du pouvoir est claire. Discuter avec le M23 à côté, espérer obtenir de ce M23 des concessions qui puissent laisser le pouvoir tranquille jusqu'à la fin du mandat. Et à la fin du mandat, espérer finalement un dialogue, discuter avec les uns et les autres pour faire peut-être un glissement, pourquoi pas envisager un changement de la Constitution et autre chose. C'est ici que la Mouka s'est fait dribbler. La Mouka, après que Martin Fayoulou aille voir le président de la République, on l'a fait miroiter une possibilité de devenir Premier ministre, même si Martin Fayoulou ne va pas l'admettre. Non, il a démenti de ne pas être dans cette posture de la primature. Nous sommes il veut la paix intégrante, c'est voilà, c'est ça son combat. Si il voulait le dialogue, pourquoi il parle du camp de la patrie? C'est quoi les camps de la patrie? Les camps de la patrie, c'est la préparation d'un mouvement soutenu, qui devait soutenir Martin Fayoulou, afin de faire le contrepoids au sein des institutions au moment venu où il devait devenir Premier ministre, dans les chimères qu'on lui a présentées. Il soutient les camps de la patrie. Il a opté pour la méthode de la Senko et le CC. Avant que Martin Fayoulou ne voie le président de la République, il soutenait carrément le dialogue proposé par la Senko et le CC. On en était là. Mais après avoir vu le président de la République, Martin Fayoulou parle du camp de la patrie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Et il parle de moins en moins du dialogue proposé par l'Église catholique. Avez-vous entendu Martin Fayoulou dénoncer ou critiquer quoi que ce soit de l'accord qui a été signé à Washington entre le Rwanda et la RDC? Non. Parce que Martin Fayoulou avait eu son calmant. Et c'est ici qu'il faut reconnaître la stratégie efficace du président de la République. Donc qui il a roulé Martin Fayoulou dans la farine. C'est pas lui qui a fait la demande, c'est Fayoulou qui a fait la demande ouvertement aux yeux et à la merci. Parce que nous, on pensait qu'il pouvait obtenir du président de la République le fait d'accepter de dialoguer avec les uns et les autres. Mais M. Martin Fayoulou entre là, il ressort avec le camp de la patrie. Il consulte des gens, il consulte à quel titre? À quelle fin? Ici, on parlait du dialogue. Mais aujourd'hui, il consultait pourquoi? Pour quelle finalité? Allez-y comprendre ici que M. Martin Fayoulou ne peut endormir que les politiciens nés de la dernière pluie. Tous ceux qui ont un long passé politique, un long bras politique comprennent que M. Tshisekedi avait déjà constaté que les choses n'allaient pas bien pour lui. Il avait préparé son plan B au cas où le dialogue avec le Rwanda ne devait pas aboutir, comme ça avait échoué en Angola, à Luanda. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Attirer autour de lui, attirer la sympathie de certains opposants. Et donc Martin Fayoulou n'a été qu'un plan B. Un plan B qui s'est vu être mis à l'écart avec la signature de l'accord avec le Rwanda et l'évolution dans laquelle est en train l'évolution ou le sens dans lequel les discussions sont en train d'évoluer avec les M23. M. Tshisekedi n'a plus finalement besoin d'une quelconque opposition parce que ça évolue dans cette direction. Martin Fayoulou a commencé même à sensibiliser par sa propre volonté. Il a été à l'ULK, il commence à sensibiliser même les scientifiques à comprendre que la nécessité à l'instant, ce n'est pas de tirer la ficelle de part et d'autre, mais c'est que les Congolais se mettent ensemble. Martin Fayoulou n'est pas de cette utopie-là de penser que Tshisekedi avait la dernière mainmise de la politique et qu'il faudrait voir les choses. Pour Martin Fayoulou, s'il y a ça et ça, au-delà de tout, c'est qu'il y a des frustrations entre les Congolais. Et c'est comme ça qu'il a commencé à sensibiliser les corps scientifiques. Mais M. Martin Fayoulou veut endormir les gens. Il sait que nous savons, il sait qu'il a été dribblé. Alors il essaye
vous verrez que maintenant, les communicateurs de la Mouka semblent revenir en force dans les médias. Ils avaient disparu après la rencontre entre Fayulu et Tshisekedi. Où était-il passé? On voit Epenge aujourd'hui, en tout cas Epenge contre toute forme de guerre, toute forme de tuerie dans la partie orientale. En tout cas, Epenge, c'est un patriote. Là, non, mais tout le monde est patriote. La posture est... Tous, ce qu'il dit n'est pas innovant. Ce que M. Epenge dit, ce n'est pas nouveau. Tous, nous sommes contre la guerre de l'Est. Tous, nous condamnons cette guerre. C'est une mauvaise chose. Mais ici, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de savoir qu'ils espéraient obtenir ceci et cela et ils ont échoué. Ici, le président Tshisekedi a dribblé la Mouka. Il les a donné un calmant parce qu'en ce moment-là, il y avait une tendance de l'opposition qui semblait aller dans le sens de s'unir contre le pouvoir. Au même moment, il y avait le M23 qui accélérait, qui prenait Goma, qui prenait Bukavu. Et de ce point de vue, ça s'emballait pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Très bien, maître. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait diviser cette opposition. En divisant l'opposition, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ramener Martin Fayulu autour de la table. Parce que vous vous souviendrez de la lettre. Vous imaginez Fayulu et Kabila signés dans la même lettre. Au même moment, le M23 était en train d'avancer. Tout ça, hostilité au pouvoir total. Et que de ce point de vue, vous vous attendiez à quoi? Le pouvoir dit, il faut calmer un peu les jeux, appeler tous ces gens, qu'ils se calment. Et Martin Fayulu a su se calmer. Il n'a pas pu donner son point de vue comme il le pensait de l'accord de Washington. Et donc, pour revenir à ce que je disais, c'est pour dire que de ce point de vue, je suis perplexe. Quant à l'aboutissement de l'accord de Doha, je suis vraiment perplexe. Pourquoi? Pas parce que je suis devin, mais on regarde des agendas des uns et des autres. Ce que demande le M23, Kinshasa ne peut pas accepter. Même nous tous, nous sommes scandalisés en lisant les déclarations des uns et des autres. Vous aviez parlé du fédéralisme que propose Corneille Nangaa. Je vais un peu vous étonner. Moi, je suis favorable à ça. Vous soutenez les fédéralismes? Moi, je suis fédéraliste. Je suis issu d'un grand mouvement, l'UNAFEC. C'était mon premier parti. Depuis que j'ai commencé ma carrière politique, il y a plusieurs années déjà. Et l'UNAFEC, c'est l'Union nationale des fédéralistes du Congo, avec Baba Kyungwa Kumwanza, qui est un mentor politique pour moi. Je crois que pour développer notre pays, il faut le fédéralisme. Je crois que nous sommes le seul État de cette dimension dans le monde qui fonctionne sous ce système qu'il y a aujourd'hui. D'ailleurs, pourquoi les gens sont étonnés et ont si peur du fédéralisme? Aujourd'hui, notre système... On dit que c'est une autre façade de la balkanisation. Non, mais déjà, aujourd'hui, nous sommes dans une autre forme du fédéralisme. Si le président de la République ne peut pas démettre de ses fonctions un gouverneur, c'est une forte décentralisation. Il y a une forte autonomie de gestion des provinces. Nous sommes déjà dans une forme de décentralisation. L'autonomie que détient chaque province aujourd'hui. Il y a un pouvoir. C'est quoi le fédéralisme? Dans un État fédéral, il y a un État fédéral, l'État fédéral lui-même, et puis il y a des sous-États, les États fédérés. Ici, les éléments les plus importants, c'est que chaque État fédéré, c'est-à-dire les provinces actuellement, ont leur propre constitution, qui ne doit pas être contraire à la constitution mère de l'État fédéral. Ces États-là ont la possibilité de gérer l'armée, de gérer ceci, de gérer cela. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des provinces, nous n'avons pas des pouvoirs délibérants? Oui, nous avons les assemblées provinciales. C'est ce qui se passe réellement, également dans les États fédérés. Dans un système fédéral, nous sommes dans un système fédéral, vous vous souviendrez que cette constitution est l'œuvre de l'accord de Sand City. L'accord de Sand City qui était partagé entre les unitaristes et les fédéralistes. Il y avait les Kyungwa Kumwanza, d'heureuse mémoire, paix à son âme, et les autres qui soutenaient le fédéralisme. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire pour partager les uns et les autres? Il fallait créer un système où, en même temps, nous sommes dans un État unitaire, mais en appliquant des principes du fédéralisme, en restant toutefois dans un système unitariste. Notre système, aujourd'hui, a une tendance fédérale très forte. C'est ainsi que les gens à Sand City avaient su se partager, puisqu'on ne voulait pas que les provinces soient totalement acquises à Kinshasa. Mais c'est ce qui se fait dans un État fédéral. Aujourd'hui, le président de la République ne peut pas démettre un ministre provincial. C'est à tort que le président de la République a nommé des bourgmestres. Il n'en a pas le pouvoir, on regarde notre constitution. N'est-ce pas ça le fédéralisme? Moi je crois qu'on est déjà dans un système fédéral. En quelque sorte, nous vivons le fédéralisme sans le savoir. Nous vivons le fédéralisme sans le savoir. C'est issu de Sand City. À Sand City, les unitaristes et les fédéralistes devaient se mettre d'accord. Ils devaient mettre en place un système qui mette d'accord tout le monde. Parce que les fédéralistes eux-mêmes
préfèrent qu'il y ait une forte autonomie des provinces. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, maître, est-ce que vous savez que nous avons presque fini toutes les minutes déjà nous confier? Déjà. Assez de matière, peu de temps. Merci. Peut-être un mot de la fin. Oh là là, mais je n'ai pas pu aborder d'autres questions. Et donc, bon, on aura le temps. On aura assez de temps, assez d'émissions pour développer sur certaines questions. Vous avez beaucoup d'argumentaires. Si on vous laisse les plateaux, vous pouvez aller jusqu'au petit matin. C'est parce vous avez assez d'argumentaires. Peut-être un mot de la fin. Doit-on compter sur cet accord final de Washington où les Congolais doivent rester ensemble entre eux et parler Congo? C'est une erreur majeure de discuter avec le M23 d'un côté et laisser les autres Congolais d'un autre côté. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, Corneille Nangaa était ici au pays. Il a dû partir parce qu'évoquant des frustrations. Ne créons pas d'autres frustrés. Mais l'heure est à l'unité nationale. En profitant de la mauvaise posture du Rwanda, le meilleur moment, je suis en train d'appeler le pouvoir en place à devoir dialoguer en mettant tout le monde autour d'une même table. Pourquoi est-ce que le Congolais pense que ce qu'il y a de bon ne peut venir que de l'étranger? Quand on parle des Doha, quand on parle de Washington, tout le monde est d'accord. Pourquoi on ne parle pas des SCC et l'Église catholique? Moi, je crois que le format déjà est bon. L'Église catholique a déjà fait ses preuves à travers certains dialogues au niveau de ce pays. Je dois vous rappeler le dialogue de la Saint-Sylvestre. Et que de ce point de vue, l'Église catholique a déjà fait ses preuves. Et que de ce point de vue, faisons confiance à cette même Église qui a déjà montré son impartialité dans le traitement des affaires d'État. Et que de ce point de vue, si on peut associer certaines forces au niveau africain juste pour soutenir le dialogue qu'il y aura ici, c'est bon. Mais je crois que la meilleure des solutions dans la partie Est, c'est d'abord de créer une armée dissuasive et capable de mettre fin. On ne négocie pas sa sécurité. Tout ce qu'on va faire, rassurez-vous. Aujourd'hui, on va discuter avec les M23. Demain, ça sera un autre mouvement. Souvenez-vous, l'histoire nous renseigne. Il y avait CNDP qui a créé M23. Avant ça, il y avait RCD. Avant ça, il y avait l'AFDEL. Donc, c'est l'histoire qui se répète. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a plus de 100 000 déplacés dans la partie Est. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres petits mouvements au niveau interne. Il y a les mouvements Zaïre et les autres qui sont en train de faire des ravages de l'autre côté. Tout ça pourquoi? Pour faire entendre leur voix. On ne peut pas penser que l'accord de Doha va mettre fin à la guerre de l'Est. C'est un rêve en couleur. L'Est est vital pour le Rwanda. Rien qu'après avoir signé le document, vous constaterez que la position du Rwanda est ambiguë. Et il n'y a pas une position claire assumée qui semble aller dans le sens où vous et moi, nous voulions à ce que ça aille. Et que de ce point de vue, la meilleure solution serait de dialoguer. Disons au président de la République de mettre tout le monde autour d'une même table. Discutons des questions congolaises. Pourquoi est-ce que Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Mouzito, Sesanga n'ont-ils pas le droit de s'asseoir autour d'une même table et donner un point de vue sur les revendications du M23? Pourquoi pas? Je crois que c'est d'ailleurs une meilleure occasion pour montrer aux autres opposants que le M23 est de mauvaise foi. Puisque demandant, si tout le monde doit occuper une partie et réclamer la gestion de cette partie pendant autant d'années, vous constaterez que c'est d'ailleurs une preuve de mauvaise foi de leur part. Je finis en disant que chaque État a son histoire. La République démocratique du Congo aussi. Vous verrez qu'en Russie, quand on veut traiter un problème, on se réfère à l'histoire. Chez nous, au lieu de se référer à l'histoire, on croit qu'il y a des solutions magiques innovantes. Comme dit le professeur Banzama Lalé et son assistant Eddy Kongolo, le Congo est un pays de consensus. C'est-à-dire quoi? Observé depuis 1960 à ces jours, toutes les crises en République démocratique du Congo ont été résolues par voie du dialogue. Et que de ce point de vue, vous verrez que Sun City, toutes les crises en République ont été résolues par la voie du dialogue. C'est ça notre culture, c'est ça notre identité. Si on veut avoir une autre solution innovante, on va se croiser contre le mur. Donc ici, comme par le passé, c'est le dialogue qui a sorti notre pays du gouffre. Ici aussi, la meilleure solution serait de dialoguer avec tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui nous ont pris avec un grand retard que nous avions reçu sur ces plateaux Maître Bob Ngoï Mujinga, qui est analyste politique. Merci d'avoir été les nôtres. Merci, analyste politique indépendant. Très bien, merci beaucoup. Merci aussi à l'équipe technique. Mais bien avant de nous séparer, je demande à la régie de nous balancer une affiche pour rappeler que la participation, je me rappelle d'un auteur qui disait
que le feu brille aussi, chacun y apporte un morceau de bois. Je vous rappelle qu'il y a une fondation, Junki Amour du Prochain. Junki AP, Junki Amour du Prochain, une fondation caritative et philanthropique. Aujourd'hui, Junki ne veut pas s'aimer dans la politique, mais Junki a besoin des politiques et les autres tendances pour apporter une touche particulière dans les cadres humanitaires. Voilà pourquoi ce 1er août 2025, Junki organise les repas du cœur avec les malvoyants et les enfants de la rue. Vous le savez très bien que vouloir aider quelqu'un commence par les tout petits pas. Et l'aide pour Junki, c'est ça, redonner sourire et redonner espoir à la vie à toutes ces personnes vulnérables, quelle que soit leur tendance confondue. Nous vous invitons tous à prendre, à participer. L'affiche a même démontré qu'il y a un numéro affiché, il y a un petit montant que quelqu'un, je ne peux pas le dire de somme à la télévision, mais il y a un petit montant. Vous pouvez soutenir ces œuvres en apportant ce que vous avez à main, ça peut les soulager. Je vous rappelle que Junki, c'est une fondation caritative. L'adresse est sur Croisement, chaussée de Kimweza et Makaria, quartier Yolo Sud, commune de Kassavubu. Soit appelez les numéros 081 13 87 195 ou bien vous contactez aussi pour votre participation à l'événement ou à l'activité du 1er août. Contactez le numéro 081 21 93 600 à la fin ou bien 089 10 39 999. Avec Junki, l'amour du prochain, c'est pour aimer tout le monde. On n'aime pas qu'en étant seulement politique, on peut aussi être humanitaire et pour faire évoluer la société. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision d'avoir été au four et au moulin pour que nous fassions bien les choses. Alors, quant à moi, je vous retrouve très très prochainement avec ce même plaisir derrière la caméra, Enoch qui nous a aidés. Et voilà, à bien embellir les images. On se retrouve très prochainement.